Le vent est-il en train de tourner entre Bamako et Washington? Après des années de sanctions, de tensions diplomatiques et de leçons sur la démocratie, les États-Unis changent soudainement de ton face au Mali. Simple stratégie de repositionnement ou véritable reconnaissance d'un rapport de force nouveau dans le Sahel? Entre souveraineté assumée, partenariat stratégique avec la Russie et bataille autour des ressources comme le lithium et l'or, une nouvelle dynamique semble s'installer. Mais derrière ce rapprochement apparent, une question demeure, réalisme diplomatique ou opportunisme calculé? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Ce qu'on va attendre, c'est la vigilance justement des dirigeants du Mali, parce que ces prédateurs restent prédateurs. Leur vision reste les ressources dont ces pays disposent. Ce n'est pas parce que vous avez des beaux yeux, ce n'est pas parce que vous êtes des amis, etc. Donc ça veut dire qu'il faut toujours rester cohérent et constant. C'est parce qu'ils ont été cohérents et constants qu'ils suscitent aujourd'hui respect et admiration. Et donc s'ils veulent toujours garder cette marge-là, et en tout cas bénéficier de davantage de respect, il faut vraiment rester dans cette logique-là. Voilà. Alors, le Mali a fait du respect de sa souveraineté une ligne rouge, comme vous l'avez souligné. Les États-Unis sont-ils sincères ou est-ce une concession sémantique pour reprendre pied dans la région? Comme je l'ai dit à l'instant, vous savez, quand vous êtes voleur par essence, il est difficile que vous puissiez extirper de vos chromosomes les réflexes de vol. Ça veut dire que, écoutez, tout ce qui concourt à vous permettre d'avoir les ressources dont vous avez besoin, vous allez le faire. Mais les circonstances peuvent vous amener à plier, tout simplement, parce que vous savez que sans ça, c'est un passage obligé pour vous permettre d'avoir accès aux ressources en question. Et donc, on ne peut aucunement compter sur la bonne foi, justement, de ces prédateurs séculaires qu'on connaît toujours. Mais on peut se dire qu'ils peuvent comprendre que le contexte étant ce qu'il est, et donc suffisamment fermés à la complaisance, etc., ils sont obligés, de guerre lasse, de composer avec Bamako comme étant un partenaire à part entière. C'est-à-dire un pays souverain et qui défend ses intérêts et qui fait en sorte que je ne comprends pas comment, si la question de souveraineté n'est pas négociable en France, elle n'est pas négociable en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en Russie, ailleurs, pourquoi cette question de souveraineté devait être négociable en Afrique? Voilà la question de base qu'on doit pouvoir se poser. Et donc, ça veut dire que les dirigeants de Bamako et de l'AES font très bien d'être tout à fait fermes et intraitables sur cette question, parce que si ils ne sont pas de bonne foi, tant pis, c'est eux qui vont perdre. Parce que là, c'est une question qu'on ne discute pas, qu'on ne négocie pas. Ça ne se négocie ailleurs et ça ne saurait être négocié justement à Bamako. Et donc, qu'ils soient de bonne foi ou pas, qu'ils aient compris ou pas, dans tous les cas, c'est eux qui seraient perdants, puisque c'est eux qui ont besoin des ressources pour alimenter leur économie, pour justement continuer à occuper leur position privilégiée de puissance internationale, etc., etc. Si c'est pas le cas, écoute, on émerge avec d'autres partenaires et c'est tant mieux. Mais justement, vous parlez de ressources. On évoque un intérêt américain pour les minerais critiques comme le lithium, l'or. Les États-Unis proposent-ils une aide antiterroriste à la carte en échange d'un accès sécurité aux ressources? Il me semble que Donald Trump lui-même avait fait une proposition de cette nature, qu'il était prêt à éliminer les chefs terroristes dans le Sahel contre certaines ressources, etc., etc. Oui, comme je le dis, ce ne sont pas des amitiés, ce sont des partenariats tout simplement. Alors si aujourd'hui les États-Unis estiment que avec les équipements dont ils disposent, ils seraient en mesure d'aider à éliminer le terrorisme dans le Sahel, c'est tant mieux. Dans tous les cas, il ne peut pas le faire pour les beaux yeux de Bamako, ni de Mali et de Ouaga ou de Niamey. Ça ne peut que se faire dans un contexte de partenariat. Là où il va falloir être lucide et suffisamment vigilant, c'est la bonne foi, je veux dire,
la sincérité dans la collaboration, vous voyez. Et donc, puisqu'il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas franchir, mais si au-delà de ça, les États-Unis pensent que cette fois-ci, puisqu'en réalité, depuis que ces pays-là font face au terrorisme, les États-Unis ont toujours ont toujours été positionnés, notamment avec leur base des drones au Niger. Ils avaient les moyens, si vous voulez, de contrôler ou même d'aider par les renseignements, etc., à éliminer les chefs terroristes. S'ils ne l'ont pas fait à ce moment-là, parce qu'ils avaient des dirigeants suffisamment complaisants, qui semblaient être des vassaux, qui ne faisaient qu'avaler tout ce qui venait donc de ces puissances occidentales, aujourd'hui, puisqu'ils ont compris qu'ils ont des interlocuteurs intrépides, rigoureux, s'ils peuvent agir pour aider à extirper ce terrorisme-là qui est tout à fait néfaste pour les économies de ces pays, pour la vie de ces pays, pour l'économie de ces pays, mais ça sera tant mieux. Mais ça ne peut qu'être dans un contexte de partenariat véritablement sincère et qui permette de préserver les intérêts de chaque partie. Mais comment Bamako peut-il naviguer entre son partenaire stratégique, à savoir la Russie, et ce retour pragmatique des États-Unis sans créer des frictions internes? Ce n'est pas une question de navigation, c'est une question d'établissement des partenariats naturels et que tout pays qui élabore toujours en fonction de ses besoins, en fonction de sa vision, en fonction de ses intérêts. Vous voyez, ce n'est pas une question que ces puissances-là vont venir s'affronter au Mali ou que les intérêts des uns seront brimés au profit ou au détriment des autres. Il va falloir tout simplement que Bamako élabore sa vision comme il a toujours fait et puis la déroule. Aujourd'hui, la Russie l'accompagne véritablement sur le plan de la sécurité et sur un certain nombre de plans, c'est tant mieux. Alors s'il y a des compléments, il y a des marges qu'il faut compléter et les autres reviennent de façon sincère pour accompagner cela, c'est tant mieux. Mais dans tous les cas, chacun trouvera ses intérêts, aussi bien Bamako que la Russie ou d'autres partenaires, la Chine, la Turquie, etc., les États-Unis, etc. L'essentiel, c'est que les intérêts de chacun soient préservés et que les résultats attendus puissent être atteints. Si ce n'est pas le cas, écoutez, ça veut dire que personne ne pourra céder une marge pour rien, juste parce que quelqu'un te dit, il te fait la cour, etc. Non, tu ne peux plus accepter cela. Ce n'est pas comme nos dirigeants d'hier, qui, une fois qu'ils entendent la voix de Donald Trump ou de Macron, ils tremblent tout simplement, ils entrent en transe et avalent toutes les couleuvres. Aujourd'hui, il est question de travailler pour le peuple. Et c'est l'occasion justement de rappeler à tous les dirigeants, africains notamment, qu'ils ne sont dirigeants que parce qu'il y a des peuples qui sont derrière eux. Et donc, leur travail ne peut consister qu'à défendre les intérêts, mais sans concession. D'ailleurs, Washington semble mettre la question du calendrier électoral, par exemple, au second plan. Est-ce l'aveu d'une diplomatie désormais guidée simplement par le seul intérêt sécuritaire et économique? Non, mais c'est-à-dire qu'ils ont compris au bout du compte que les Maliens, tout comme en tout cas l'ensemble des pays de l'AES, ne sont plus dans les dispositions où ils peuvent avaler n'importe quoi. Et c'est intéressant parce que les dirigeants maliens ont développé une diplomatie agissante et très efficace dans l'action. Et donc, leur cause est entendue à partir du nouveau narratif qu'ils ont défini et qu'ils ont su donc distiller au sein de l'opinion. La preuve, c'est que nous sommes à distance ici, au Togo, mais nous en parlons avec autant de doigté. Ça veut dire qu'ils ont su travailler la conscience des gens et qui donc relaient cela à travers le monde. Donc, les États-Unis, étant dans un besoin cuisant, comme on l'a dit, des ressources, des minéraux, etc., sachant que donc il ne peut pas se passer de ces pays-là, vont venir se conformer tout simplement à leur vision. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de courber les Chines parce qu'ils sont devenus de bonne foi, ils sont prêts à mettre sous éteignoir leurs principes à eux? Ce n'est pas encore gagné. L'essentiel, c'est que, écoutez, qu'on puisse gagner, respecter
les intérêts de chacun et que bon, mais on évolue dans ce sens-là. Les États-Unis restent dans leur... même ces concepts-là qu'ils prônaient tout le temps. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils les adoptent en vérité? C'est parce qu'ils sont dans une position de force et ils utilisent tous les outils disponibles à leur disposition en fonction des réalités géopolitiques de l'heure. S'ils voient que la question de la démocratie des élections ne passe pas ici, alors qu'ils ont besoin d'y aller, mais ils vont se conformer à la réalité qu'elle a. La preuve, c'est que les pays du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, etc., ne font pas des élections. Il y a de la dictature là-bas. Mais c'est leur premier partenaire. Ça veut dire qu'ils utilisent ces genres de concepts au cas par cas, selon que vous prêtez le flanc ou pas. L'essentiel pour eux, c'est d'atteindre leur objectif qui est donc d'avoir accès à vos ressources tout simplement. Et donc ce dialogue avec le Mali est-il la porte d'entrée pour une normalisation avec l'ensemble de la Confédération des États du Sahel, puisqu'il reste le Burkina Faso et le Niger? Oui, bien sûr, puisque le Mali, c'est le pionnier de cette nouvelle politique, de cette nouvelle vision souverainiste qui défend farouchement les intérêts de la nation. Je pense que si les États-Unis se montrent sincères dans la collaboration, évidemment, ils peuvent composer avec tout l'ensemble des pays de l'AES, d'autant plus que ces pays-là ont aussi besoin, en tout cas, de la technologie, des équipements, des moyens pour lutter contre les défis majeurs qui se présentent dans ces pays-là, notamment la question du terrorisme, etc. Mais puisqu'ils ont déjà été mordus, justement par la mauvaise foi de ces puissances occidentales et leur façon à composer d'intelligence avec les terroristes juste pour disloquer donc ces États et les empêcher d'être des pays construits, il va falloir être suffisamment vigilant. Et c'est en cela qu'on se félicite de ce que, malgré toutes les épreuves qui sont dressées contre ces États, malgré la conspiration internationale qu'il y a contre ces États, ils ont réussi à garder le cap. Ce qui n'était pas évident. Je pense que le pire est derrière ces États-là, parce que dès le début de cette nouvelle politique-là, vous avez vu comment aussi bien la France que les autres pays de l'Occident, de l'Europe, etc. avaient réellement conspiré. Ils ont même intensifié leur soutien aux terroristes avec des drones, des équipements sophistiqués pour vraiment mettre du doute au sein des armées de ces pays-là et en même temps dans l'opinion, de sorte à disloquer ces États et démobiliser en tout cas cette nouvelle dynamique qui était construite. Si tout cela est passé sans que ces États ne tombent et continuent aujourd'hui de grandir, ça veut dire que alors c'est la clé qui leur permettra d'évoluer. Il va falloir rester constant sans jamais se laisser distraire par les beaux discours éventuels qui leur seront servis et qu'on croirait que écoutez, ces gens-là ont été convertis. Ils ne se convertiront jamais. Que la seule chose qui leur pète dans la société, ayez des principes auxquels vous ne démordez jamais. C'est ce que le Mali est en train de faire et il pousse maintenant ces puissances occidentales à devenir réalistes et à comprendre que, écoutez, on ne peut plus utiliser les méthodes d'intimidation, les méthodes qui consistaient à effrayer les dirigeants, à leur dicter les choses, ça ne peut plus marcher.